Merci beaucoup, Patrick. Merci tout le monde. C'est effectivement un grand honneur pour moi et pour tout le monde, je pense, de présenter devant vous et devant un public différent. Du coup, j'espère que tout ce que, pour les gens qui ne sont pas des chirurgiens plasticiens, j'espère que tout sera clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Effectivement, je m'intéresse beaucoup à la reconstruction du nez depuis un certain nombre d'années. Et c'est un sujet qui me passionne. Je vais vous parler que des reconstructions de pertes de substances transfixantes du nez, c'est-à-dire qui atteignent à la fois la peau extérieure, le cartilage et la muqueuse. Et il existe énormément de techniques chirurgicales. En 20 minutes, je ne peux pas tout montrer, bien entendu, et j'ai choisi de vous présenter celles que j'utilise le plus et qui ont ma préférence. Donc les étiologies, à 80%, ce sont des tumeurs cutanées, mélanome et carcinome, et puis on a quand même 20% d'autres, des morsures, et notamment des morsures humaines, c'est surprenant, mais c'est pas si rare que ça. Voilà, juste un petit exemple pour montrer que la médecine esthétique peut conduire à la chirurgie réparatrice. C'est difficile à admettre, mais c'est la vérité. Ça, c'est une jeune femme qui avait eu une injection d'acide hyaluronique, probablement trop importante ou trop superficielle. En tout cas, ça a entraîné des séquelles importantes. Alors, quand on parle de reconstruction du nez, très souvent, on voit arriver des patients qui en fait, ont eu une résection tumorale qui a cicatrisé et qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, la première chose importante, c'est toujours de se demander... c'est de se demander quelle était en fait la perte de substance initiale et de recréer cette perte de substance initiale. On voit ici le cas d'une patiente qui se présente comme ceci vers nous, et on voit bien qu'en fait l'ensemble du nez est attiré vers la droite parce qu'il y a eu une résection de tumeur à droite et que la première chose à faire sera de libérer totalement la fibrose cicatricielle, remettre le nez dans l'axe, et on s'aperçoit alors que la perte de substance est en réalité beaucoup plus grande que ce qu'on pensait au début. Parfois c'est évident comme chez cette dame, et d'autres fois c'est plus subtil comme chez ce patient. On pourrait penser qu'il a eu une simple résection de l'aile narinaire et reconstruire le nez. Et en réalité, si on regarde bien, on s'aperçoit que l'arc de Cupidon est déformé avec une ascension de l'hémilèvre gauche. Et par définition, cette ascension témoigne du fait qu'il y a eu une résection qui en réalité touchait la lèvre. Il y a donc une rétraction de la lèvre. J'étais un peu aidé chez ce patient parce que c'est moi qui avais fait la rétraction tumorale. Mais en tout cas, il faut y prêter attention. Et dans ces cas-là, quand on recrée le défect, on s'aperçoit qu'effectivement, une petite partie de la lèvre est atteinte. Et si on veut offrir, à mon avis, le meilleur résultat possible au patient, dans un premier temps, il faut d'abord reconstruire la partie manquante de la lèvre. C'est ce qui a été fait par un petit avancement jugal avec un tout petit lambeau nasogénien. Vous voyez que l'arc de Cupidon est à nouveau symétrique. Deuxième règle d'or, il y a 3 plans dans le nez, la muqueuse, le cartilage et la peau. Eh bien, il faut reconstruire ces 3 plans. Donc, il y a là aussi beaucoup de possibilités. Je vous montre les 2 que j'utilise le plus. Les premiers sont les lambeaux muqueux, c'est-à-dire on va déplacer la muqueuse de la cloison nasale, qui est vascularisée par l'artère septale antérieure qui vient de l'artère orbiculaire. Il y en a 2 principaux. Celui-ci, qui est le lambeau homolatéral. On prélève donc la muqueuse de la cloison de ce côté, qu'on retourne comme ceci. C'est ce qui a été pratiqué chez ce patient. Vous voyez qu'on peut obtenir des lambeaux d'une taille relativement importante et qui permettent de couvrir la partie inférieure du nez. Et puis le deuxième, très célèbre, c'est celui qui a été décrit par De Kervin. Il consiste à utiliser la muqueuse contralatérale, c'est-à-dire qu'on va réséquer le cartilage de la cloison et basculer comme une feuille de livre la muqueuse contralatérale. Et ça va généralement plutôt à la partie haute du nez, c'est celui que vous voyez en vert. Et comme vous le voyez sur ce schéma, on peut associer les deux. C'est ce qui a été fait chez cette patiente. Voici le lambeau homolatéral. Derrière lui, on voit ici le cartilage de la cloison nasale qui est réséqué. On tombe alors sur la muqueuse contralatérale qui est basculée comme un feuillet de livre. Et ainsi, on a reconstitué l'étanchéité de toute la moitié du nez. Bien entendu, il y a une perforation nasale, septale majeure, comme séquelle. On peut reconstruire la muqueuse grâce au lambeau frontal. Le lambeau frontal, on va en parler, c'est celui que j'utilise pour reconstruire la partie externe du nez, la peau. Et on peut choisir de garder une petite extension de ce lambeau qui va être replié vers l'intérieur du nez,
C'est une technique qui a été décrite par un chirurgien américain qui s'appelle Menick et qui est ma préférée actuellement. Lorsqu'il y a des pertes de substances plus importantes, on fera appel aux lambeaux microchirurgicaux et notamment le lambeau chinois. Le cartilage, on a 3 sources de prélèvements cartilagineux comme pour les rhinoplasties. Le septum nasal, bien entendu, qui est le meilleur cartilage, la conque de l'oreille et le cartilage costal. Et donc, costal. Et donc voilà, le but ce sera de restituer au maximum l'anatomie des cartilages normaux du nez. Et il faudra même réaliser ce qu'on appelle des greffes extra-anatomiques qui n'existent pas dans la nature, mais qu'on réalisera lorsqu'on fait de la reconstruction pour éviter les phénomènes de rétraction liés à la cicatrisation. Une autre règle d'or, c'est celle des sous-unités esthétiques. C'est une règle qui a été établie là aussi par des chirurgiens américains, les mêmes, c'est-à-dire Menick et Burgett, et qui a changé considérablement les résultats. Ils ont défini des sous-unités esthétiques du nez, ces sous-unités étant séparées en fait, par des zones d'ombre ou de plis naturels du nez. Vous voyez qu'on peut ainsi définir le dorsum, les ailes latérales, la pointe, qui peut éventuellement être divisée en deux, les ailes du nez, les triangles mous et la columelle. Et cette règle consiste à dire que dès lors qu'une sous-unité esthétique est partiellement amputée, il sera préférable de réséquer la totalité de cette sous-unité, de façon à ce que les cicatrices entre le lambeau et la peau native du nez se trouvent justement dans des zones de plis et d'ombre naturelle du nez, et reproduisent au maximum ce que fait la nature. C'est une règle très importante. La peau, comment est-ce qu'on la reconstruit? Là aussi, il y a plein de façons. À mon avis, et je crois que c'est l'avis d'à peu près tous les gens qui s'intéressent à la reconstruction du nez, la meilleure peau est celle du front, d'abord parce qu'elle est proche du nez, et c'est d'ailleurs la conséquence, comme elle est très proche, elle ressemble énormément à la peau du nez, en termes de couleur, d'épaisseur, de structure, et le front offre en plus une quantité très importante de peau qu'on peut même éventuellement expandre chez les patients brûlés. Donc voilà l'armature cartilagineuse qui a été réalisée chez ce patient. On réalise un calque, aussi précis que possible, on le reporte en haut du front, et puis le lambeau va être levé comme ceci. Il est pelliculé sur une artère et une veine ici qui passent sous la ride du lion, qui sont l'artère et la veine supratrochléaire. C'est un lambeau extrêmement fiable. On peut avoir des petites souffrances locales, mais des nécroses totales de lambeau frontal, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On le tourne généralement vers l'intérieur comme ceci. Voilà, il a été apporté sur le nez. La partie inférieure est autofermante, puisqu'on prend des pellicules qui sont généralement fins. La partie supérieure est parfois autofermante, parfois ne l'est pas. Et dans ce cas-là, moi je conseille vivement de laisser en cicatrisation dirigée plutôt que de mettre une greffe de peau. Parce que les greffes de peau donnent ces résultats sur le front. On a une dyschromie importante et en plus, ils fixent la taille de la perte de substance, empêchant de bénéficier de ce qu'on appelle de la rétraction cutanée qui apparaît lorsqu'on laisse une plaie cicatriser toute seule. Voilà, chez ce patient. Alors voilà, une petite vidéo de simplement 3 minutes pour vous montrer sommairement comment ça se passe. J'ai dû la raccourcir, donc voilà, c'est rapide. Une patiente qui avait donc une amputation partielle à gauche. On a la chance ici d'avoir un éminé sain. Donc on va dessiner les sous-unités esthétiques sur l'éminé sain, grâce à un feutre recouvert d'astéricite. Et on obtient ainsi un calque en aluminium, c'est simplement un étui de fil de suture. Ensuite, on va regarder la perte de substance muqueuse. Et là, on est en train d'appliquer la règle des sous-unités esthétiques, c'est-à-dire qu'on agrandit le trou, comme vous l'avez vu. Il va donc falloir une partie cutanée pour le lambeau et une extension qui va se replier vers l'intérieur du nez, comme je vous ai montré tout à l'heure. On repère donc le pédicule, on dessine en dessous du front. Le M, c'est la petite partie qui va se replier vers l'intérieur du nez pour reconstruire la muqueuse. C'est une chirurgie assez sanglante parce que généralement on évite d'infiltrer pour ne pas perdre les reliefs, l'épaisseur de la peau. Et donc voilà comment le lambeau se replie vers l'intérieur. Donc ça c'est le premier temps opératoire. On recommande classiquement d'attendre 4 semaines entre chaque temps opératoire. Vous voyez qu'il y a une petite souffrance à cet endroit-là. Toute petite, la
plus petite souffrance sur le nez laissera une séquelle, puisqu'on joue avec des millimètres, donc si on perd des millimètres, là c'est un petit point technique qui consiste à enlever en fait un excédent de peau qu'on avait pris pour que le lambeau se plie. Et on va redécoller totalement le lambeau en le dégraissant, c'est-à-dire en enlevant le muscle frontal qui était prélevé, en le mettant à l'épaisseur souhaitée. Ensuite, on réalise l'armature cartilagineuse, donc dans ce cas-là, c'est des cartilages qui viennent de l'oreille. Et puis, on repositionne la partie cutanée du lambeau. La muqueuse a donc été reconstruite par la partie pliée du lambeau, qui s'est autonomisée en 4 semaines. On commence dès maintenant à essayer de marquer la forme des reliefs du nez, notamment du sillon alaire chez cette patiente. Et puis la troisième et dernière intervention, 4 semaines après, consiste à sevrer le lambeau. Le sang passe par les cicatrices, donc il n'a plus besoin du pédicule. Donc on va pouvoir se passer du pédicule du lambeau et ne conserver que la partie utile. Voilà. On repositionne un petit triangle cutané au niveau du sourcil, triangle qui va permettre d'éviter de rapprocher les deux sourcils l'un de l'autre. À chaque étape, la précision doit être maximale. Et puis ensuite, donc, on va redécoller légèrement la partie supérieure du lambeau pour la sculpter à notre guise, lui donner la forme que l'on souhaite. Voilà. Encore une fois, il y a pas mal de saignements parce qu'on préfère éviter d'infiltrer. Voilà, vous voyez qu'on sculpte les reliefs. Donc ça, c'est un magma fait de greffe de cartilage, de fibrose, de graisse. Et puis on se sert à chaque fois des fameux calques qui ont donc été réalisés sur le côté sain et qui sont stérilisés à chaque fois entre 2 interventions. Et on s'en sert pour reproduire au maximum la symétrie avec le côté sain. Donc la durée totale du traitement pour une reconstruction, on va dire standard, d'une perte de substance transfixante du nez est de 8 semaines. Première intervention, 4 semaines. Deuxième intervention, 4 semaines. Troisième et dernière intervention. Voilà quelques exemples de cas. Donc, les plus fréquents concernent sur le nez du nez, la partie latérale du nez. C'est là où moi, en tout cas, je retrouve le plus de lésions cutanées liées au soleil. Alors, résultat, 1 an. Voilà, vous pouvez apprécier la coloration assez proche de la peau du front et de celle du nez, qui est variable d'un patient à l'autre, imprévisible, mais qui de toute façon est la plus proche du corps. Voilà, on voit que ça peut toucher des patients jeunes. C'est un patient qui était en Nouvelle-Calédonie, qui faisait beaucoup de surf justement, et qui a pris beaucoup de soleil. Cicatrice sur le front. Beaucoup de gens ont des appréhensions sur le fait d'abîmer le front. Moi, je pense que ces patients, ce qui les intéresse, c'est le résultat final qu'ils ont au niveau de leur nez. La cicatrice frontale, très peu s'en plaignent, on la voit, on voit toutes les cicatrices du corps, mais lorsqu'elles sont bien situées, lorsqu'elles ne déforment pas des reliefs, comme c'est le cas au niveau du front, qui est une surface plane, elles se voient tout en étant considérées comme normales. Je ne crois pas qu'elles attirent l'attention. Voilà, vous pouvez voir qu'on a respecté la règle des sous-unités esthétiques, on a enlevé la moitié de la pointe qui n'avait pas été touchée, mais c'est plus joli de totaliser comme ceci. Voilà un homme, en voilà une morsure humaine. Alors c'est un patient, il y a quelques années, très probablement, je ne lui aurais pas proposé de l'opérer. Parce que voilà, j'aurais pas eu suffisamment confiance en moi, et puis avec un petit peu d'expérience, j'ai pensé que je pouvais l'améliorer. Avec un lambeau frontal, parce que j'ai moins peur de la séquelle frontale, et que j'ai plus confiance en mes résultats au niveau du nez. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait chez lui, et il est content. Alors bien sûr qu'il y aurait des solutions plus simples pour combler ce trou, notamment, peut-être que certains pensent aux greffes composées, c'est vrai, mais je ne pense pas que le résultat serait satisfaisant. Je pense que, quitte à faire une greffe composée, moi personnellement, je pense qu'il vaut mieux ne rien faire, parce que voilà, je ne suis pas certain que ça donne un meilleur résultat que ce qu'il a actuellement.
Et quand on pose la question aux patients, c'est d'ailleurs la première question que je leur pose, quel est l'objectif pour vous? Est-ce que c'est que la procédure soit la plus rapide possible, le plus simple possible, ou est-ce que c'est d'avoir le meilleur résultat possible? 100% d'entre eux répondent le meilleur résultat possible. Si ça dure 8 semaines, ça dure 8 semaines, c'est pour toute leur vie, en particulier les patients jeunes. Et en vue basale, on peut reconstruire voilà, un arrondi qui paraît probablement plus satisfaisant que les autres techniques pour moi. Voilà, ça peut concerner des pertes de substance de la pointe, du nez. Une autre morsure humaine, pour la petite histoire, ce patient est le cousin du premier. Et c'est lui que j'ai opéré en premier, il a adressé le deuxième par bouche à oreille. Et j'ai opéré un troisième de leur ami il y a 6 mois, qui n'est pas dans le PowerPoint, pour la même raison, morsure humaine également. Dans un village de 5000 habitants. Et le border n'est pas le même pour chacun des patients. C'est assez incroyable, mais voilà. Pareil, la cicatrice frontale, effectivement, on peut hésiter, mais je ne crois pas qu'il soit dérangé par cette cicatrice. Voilà, une perte de substance un peu rigolote, on dirait qu'elle a été croquée comme une pomme. Donc là aussi, on supprime totalement la peau de la sous-unité esthétique, on réalise un petit modèle. Alors ça, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en rhinoplastie, c'est ce qu'on appelle un DCF. Ça consiste à mettre des tout petits dés de cartilage, coupés extrêmement fins, dans une espèce de saucisse réalisée avec l'aponévrose temporale profonde. Et c'est une technique qui est très utilisée, surtout en rhinoplastie esthétique. Une patiente qui avait eu un traumatisme balistique lorsqu'elle était enfant, elle y a laissé l'œil droit, et puis elle y a laissé également toute la moitié du nez en fait. Et là aussi, il faut bien analyser le cas. On voit que, bien sûr, les narines sont rétractées, le nez est court. En fait, la perte de substance, c'est évident chez elle, se situe à ce niveau-là. Donc quand on ouvre, on tombe voilà, sur un manque de muqueuse et de peau important. Et chez elle, on a décidé de faire un lambeau chinois, donc un lambeau prélevé au niveau de l'avant-bras, lambeau antébrachial, libre, pour reconstruire la muqueuse. Et le lambeau est branché sur les vaisseaux cervicaux et tunnelisé sous la joue. On a une petite grappe de peau par-dessus, c'est le premier temps opératoire. Et après, on réalise une reconstruction classique avec l'armature cartilagineuse et le lambeau frontal. Voilà, on parlait tout à l'heure des couleurs de la couleur de la peau. Chez les Asiatiques, chez les Blacks et les Maghrébins, on a des dyschromies qui sont plus importantes. D'une façon générale, plus la peau est foncée, plus les dyschromies sont importantes. Voilà, un patient qui avait une amputation quasi totale pour un vasocellulaire. Voilà. On a dû trouver une autre solution que le lambeau libre parce que c'est un patient peu compliant et on a trouvé des solutions. J'ai dû écourter le topo, donc voilà. Les lambeaux charnières qui viennent des joues pour les plasticiens. Alors les pertes de substances composites, ce sont celles qui touchent le nez, mais également une autre partie du visage, en l'occurrence la lèvre et la joue chez ce patient. Vous voyez qu'il y a une greffe de peau ici, greffe de peau de bonne qualité qu'on voit assez peu, mais je pense qu'il fallait la supprimer parce que je pense qu'on la voit peu parce qu'il y a un gros trou dans le nez à côté et que même avec une très bonne reconstruction, subitement elle aurait été très visible. Donc il a d'abord eu un lambeau d'avancement jugal tel qu'on l'a vu au début de la présentation et la greffe de peau a été totalement supprimée. Et vous voyez le relief qu'on arrive, pas toujours, mais parfois à obtenir au niveau du sillon alaire en partant de rien du tout. Une autre patiente, chez qui la lèvre avait été pareil touchée, et en plus on avait une perte de volume, donc elle a eu également un lambeau de graisse jugale qui est retourné. Alors elle a des cicatrices sur les lèvres, mais les volumes sont là, et je pense que son visage n'attire plus l'attention dans une assemblée. Les amputations totales, c'est une patiente qui avait une destruction du nez en quelques mois par une sarcoïdose. Il n'y a plus du tout de cloison, de muqueuse à l'intérieur, vous allez voir, voilà, il n'y a plus rien du tout à l'intérieur. Donc chez elle, il faut apporter de la muqueuse en quantité importante. Voilà, on diminue l'arête, on diminue légèrement la racine du nez parce qu'on va devoir reconstruire l'arête, donc
afin de ne pas trop projeter. Ensuite, ça c'est la 11e ou 12e, je ne sais plus, c'est une côte flottante qui est très intéressante dans ces indications parce qu'on a une jonction droite entre l'os et le cartilage. Donc on peut reconstruire la partie osseuse et la partie cartilagineuse du nez. Ensuite, on reconstruit la muqueuse. Ça, c'est donc un lambeau chinois qui vient de l'avant-bras. C'est le premier temps opératoire. Et puis, dans les autres temps opératoires, on réalise l'armature cartilagineuse. C'est un cartilage qui vient de la côte. On est passé par voie buccale, fixé à l'épine. On reconstruit les cartilages du bout du nez, les cartilages alaires. Et ensuite, lambeau frontal, voilà, classique comme ce que je vous ai montré, dégraissage. Et son résultat à 1 an, avec une récidive de cette sarcoïdose. Quelques temps après, c'est ce petit point qui est là. Donc, il a été équilibré depuis au moins 2 ou 3 ans. Un patient, c'est mon dernier patient, je devrais être dans les temps à peu près, qui a eu un accident de voiture et qui avait une perte de substance du nez, bien évidemment, mais également une perte de substance évidente de la lèvre, puisqu'il restait plus de commissure quasiment à gauche et puis à droite. Donc il a d'abord eu un lambeau d'AB pour la reconstruction de la lèvre, c'est-à-dire un lambeau qui vient de la lèvre inférieure, et ensuite par-dessus seulement, on reconstruit le nez avec la même technique que la patiente d'avant, un lambeau libre de l'avant-bras, des greffes de cartilage qui viennent souvent de la côte, et un lambeau frontal. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, c'est très joli. On a un tout petit peu de temps pour la discussion. Notre secrétaire général. Tout d'abord, merci infiniment pour cette démonstration de résultats réjouissants de votre méticulosité chirurgicale. 3 courtes questions. La première, pourrez-vous redéfinir pour nous, on redite peut-être ce qu'est le lambeau chinois exactement? Deuxième question. Dans l'un des premiers exemples de transplant muqueux, vous avez parlé de la séquelle de perforation sectale. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de solution et quels en sont les inconvénients cliniques? Voilà. Et puis la troisième question, c'est quel est le ratio pathologie tumorale sur pathologie traumatique de votre expérience? Merci pour vos questions. Alors la troisième question, j'ai répondu au tout premier slide. C'est 80% de tumeurs à peu près pour 20% autres. Ça peut être des traumatismes dans mon expérience, des morsures, des accidents de voiture, il y a eu la sarcoïdose, voilà. Ensuite, le lambeau chinois, c'est un lambeau libre. Donc, par définition, un lambeau libre, c'est un tissu, quel qu'il soit, qui est prélevé avec l'artère et la veine qui la vascularise, et qui se situe trop loin de l'endroit où on veut l'emmener. Et donc on est obligé de sectionner cette artère et cette veine pour aller la rebrancher sur des vaisseaux receveurs. Et le lambeau chinois, il s'appelle également lambeau antébrachial. C'est celui qui consiste à prélever une partie de la peau distale de l'avant-bras. Et le pédicule de ce lambeau, c'est ni plus ni moins que l'artère radiale. Voilà. Raison pour laquelle il faut s'assurer avant de le lever que la main peut rester vascularisée en sacrifiant l'artère radiale par le test d'Allen. Donc elle ne vit plus que sur l'artère cubitale. Et votre autre question, oui, sur les séquelles des lambeaux muqueux. Oui, effectivement, lorsqu'on utilise ces lambeaux, surtout quand on utilise les deux, celui des deux côtés, il y a une perforation nasale. Même s'il existe un artifice qui, très souvent, ça ne marche pas, il y a une perforation nasale. Les conséquences classiques de la perforation nasale, c'est le sifflement. Généralement, il n'existe pas dans ces cas-là, parce que ça concerne des petites perforations nasales. Et les autres, c'est des croûtes, éventuellement des saignements, qui peuvent durer toute la vie. Donc c'est assez embêtant pour certains patients. Je ne connais pas de solution chirurgicale pour boucher des aussi grandes perforations, à moins de se lancer dans de refaire la reconstruction du nez avec des... Voilà. Et c'est précisément une des raisons pour lesquelles je me tourne maintenant beaucoup plus volontiers vers le lambeau frontal picaturé, qui ne laisse pas ses séquelles et qui pour moi donne de meilleurs résultats, est plus simple sur un plan technique pour le chirurgien et permet de faire des opérations plus courtes où on va gérer séparément la reconstruction de la muqueuse et la reconstruction du cartilage, ce qui est un grand avantage pour moi. J'essaie de les éviter le moins possible à cause de ces séquelles.
Lobel Rennes, je vous félicite parce que c'est impressionnant de voir cette présentation. Et je vous remercie aussi pour tous ces visages à qui vous avez redonné une forme humaine, c'est formidable. Néanmoins, dans ces présentations à l'Académie, qui sont des présentations techniques, c'est toujours des présentations très favorables. On n'entend pas parler des complications éventuelles. Donc ça, peut-être que vous pourrez nous en dire un mot. Et la deuxième chose, il n'y a pas de chiffres. Et donc, on ne sait pas, est-ce que c'est une intervention que vous faites une fois par an, une fois par semaine, plusieurs fois par jour, et puis même peut-être, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Donc ça, on a bien compris qu'il fallait 8 semaines, en gros, pour une reconstruction, mais ça manque un peu de chiffres techniques. Bien sûr, en fait, le problème, c'est qu'en 20 minutes, c'est extrêmement difficile de répondre à ces questions. Mais je suis content que vous les posiez. La durée opératoire, elle est extrêmement variable. Pour des cas simples, on va dire les mi-pointes du nez, qui est le cas le plus fréquent. En gros, la première intervention, c'est à peu près 3 heures. La deuxième, c'est à peu près 3 heures. Et la dernière, c'est 1h15 à peu près. C'est lorsque moi, je le fais. Chacun y met le temps qu'il veut. Il n'y a aucune difficulté technique, c'est pas de la microchirurgie, c'est une chirurgie simple, c'est simplement une chirurgie où plus on y passe de temps, plus on fait attention aux détails, plus meilleurs seront les résultats, donc c'est sans fin. Le lambeau frontal, la première opération, moi je vous dis que je l'ai fait à peu près ça me prend à peu près 3 heures pour un cas simple. Il est évident qu'il est possible de faire un lambeau frontal en 10 minutes montre en main. Il n'y a rien de plus bête, on se met contre une période, c'est d'une simplicité extrême. Ça, c'est les cas de base. Et après, les interventions, les cas plus lourds, les reconstructions totales du nez, là, c'est, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est une vingtaine d'heures d'intervention au total, largement, avec parfois des retouches. Quant aux complications, il n'y a pas réellement de complications dans le sens où, dans mon expérience, je n'ai jamais eu de nécrose totale du lambeau frontal. Vraiment, c'est un lambeau extrêmement fiable. En revanche, il y a tout un tas de petites choses qui peuvent arriver, des souffrances partielles, des infections, des cartilages qui se tordent, qui se déplacent, qui ne sont pas suffisamment fixés, qui font que le résultat, que ce soit esthétique ou fonctionnel, va être amoindri. Voilà, les résultats peuvent être très bons et également très mauvais, et on essaye à chaque fois d'offrir le meilleur aux patients. Et voilà. La fréquence casuistique. Alors, la fréquence, moi je travaillais à l'hôpital Saint-Louis dans le service du professeur Revol jusqu'à il y a 1 an, et je ne faisais que ça. Et j'étais PH mi-temps, j'opérais une journée entière par semaine là-bas. Donc ça suffisait à remplir mes programmes pour une journée par semaine. Maintenant que j'ai arrêté à l'hôpital, je l'ai fait à la clinique. Ça fait 1 an que je suis à la clinique. Des vraies reconstructions avec lambeau frontal comme ceci, j'en ai peut-être fait une douzaine, à peu près 1 par mois. Mais chaque opération, étant donné qu'il y a 3 temps opératoires, en réalité, j'ai quasiment en permanence un patient qui, même plus, on va dire 2 patients qui tournent, quoi. Voilà. Mais la fréquence, il est clair qu'il y a un biais, ça ne court pas les rues non plus. Moi, je les attire un petit peu parce que j'aime bien ça, et voilà. Je ne pense pas que ça fasse partie de l'activité de base de tous les plasticiens. Xavier Martin, urologue à Lyon. On voit de temps en temps en réanimation... Je ne sais pas si je vais accepter votre question en tant que Stéphanois. On voit de temps en temps, sortant de réanimation, des patients qui ont eu beaucoup d'amines et qui ont des nécroses complètes du nez. Oui. Est-ce que ça induit une difficulté particulière, comme les brûlures par rapport au sous-sol que vous pouvez en vascularisation? Effectivement, c'est une très bonne question. Ça fait partie de la étiologie, j'en ai déjà eu. Non, il n'y a pas de difficulté technique particulière. Les nécroses finissent par se circonscrire, et ce qui est mort est mort, et ce qui est vivant reste vivant, sans ambiguïté. Une dernière question. Vous n'avez pas cité le nom de Dufourmontel qui a décrit le lambeau frontal dans l'encyclopédie chirurgicale. Dufourmontel. Ah oui, alors en réalité, il y a beaucoup de chirurgiens que je n'ai pas cités et qui ont décrit toutes ces techniques-là, et effectivement, Dufourmontel. De là à dire que c'est M. Dufourmontel qui a décrit le lambeau frontal, vous en êtes certain? C'est lui qui a inventé C'est un lambeau très très ancien qui remonte à plusieurs siècles avant ça, je crois. Hein. C'est comme ça que j'ai appris la base. Ouais, c'est un Indien qui s'appelle Sumatra. Plusieurs siècles. C'est ça, Sumatra, un truc comme ça, je crois que c'est quelque chose pour pas dire millénaire. J'avais une petite
petite question technique. Quand vous prenez un embranchement, vous branchez où les vaisseaux? Alors, c'est pas moi qui occupe du branchement, je fais ça avec une collègue dont on parlait, Sarah Christophe. Généralement, elle se branche sur une des branches du tronc thyrolingo-facial, le plus souvent la faciale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi d'avoir précisé que pour la schématique, il faut prendre son temps. En fait, on a un petit peu trop l'habitude que des choses, une heure c'est ça, non, il faut prendre son temps. Le temps ne compte pas, et aussi que les circonscriptions, quand il dit une vingtaine d'heures pour tout faire, c'est parce qu'il y a plusieurs temps opératoires pour chaque patiente, et donc le résultat n'est pas immédiat. Donc, merci beaucoup.